depuis la sortie des versions 3.0, alpha et ainsi de suite, même avant, sur les versions juste avant, euh, on entend parler des géométries notes et surtout, dans ces dernières versions, de ce qu'on appelle les champs de vecteurs. Or, les champs de vecteurs, j'ai cherché longtemps, je ne comprenais pas tout, jusqu'à ce que je tombe sur A-Picture, qui est en gros une chaîne de YouTube euh, qui explique d'une manière très claire, en anglais, euh, le fonctionnement des, euh, des champs des champs de vecteurs dans les géométries. Alors, comme moi je suis aussi un petit peu adepte du français et que j'aime bien parce que des fois on a des difficultés à comprendre toutes les subtilités de la langue anglaise, j'ai essayé à ma manière de faire une transposition euh, de ce tuto. Hein, et je l'ai remercié parce que c'est vraiment un bon travail que cette personne a fait. Voilà. Alors, revenons ici un petit peu donc à notre scène de Blender. Vous avez ici le cube, on va le garder, et en haut, on va faire avec la souris, on va aller dans l'espace des Geometric Nodes. Voilà. Ça, vous n'avez pas à configurer quoi que ce soit, on va utiliser cet espace-là. Alors, je décompose donc la vue 3D. Ça, c'est une manière de voir les paramètres. Hein, par exemple, ici, sur le mesh, ici, vous voyez que on a la position de chacun des vertex. Alors on pourrait, hein, bien sûr, moi j'ai mis le petit utilitaire que je signale dans un autre tuto sur la construction des datas de Blender. Il y a un petit utilitaire qui est très bien, qui permet de voir ici, alors attendez s'il faut que je le retrouve, indice, où est-ce qu'il est? Ah, là, dans les overlays. Les overlays là, et indice. Et si vous regardez bien, vous voyez les numéros des vertices qui correspondent à ces numéros-là. Hein, donc 0, 1, 2, 3, donc il y en a 8 hein, au total. Et puis on peut avoir les faces aussi. Alors là, il suffit de se mettre sur les faces ici dans l'overlay. Même, je crois même que en sélectionnant les faces en mode edit, si j'ai pas beaucoup de place, ça m'ennuie bien parce que je vois pas tout. Euh, face. Allez, si je me mets sur face, ça se met automatiquement. Vous voyez, j'ai les faces, les edges et les vertices. Si je me rapproche, vous voyez les faces ici, 0. Hein, si je mets les edges, j'ai les edges, les numéros des edges qui apparaissent. Et là, ça correspondra à peu près à ça. Alors, je me remets sur ça. Je reviens ici et je vais sur vertex. Voilà. Bon. Alors, vertex, j'ai les positions. Maintenant que vous avez un petit peu vu ça, je vais utiliser les Geometric Nodes, donc je fais un new, voilà, pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces Geometric Nodes sous forme des versions de champs de vecteurs. Alors, bon, je vais prendre ici et là, je vais grossir peut-être un petit peu quand même, voilà. Alors, je vais d'abord utiliser ici le Shift A Mesh. Je vais aller dans Split Edge. Alors, Split Edge, ça fait quoi? Eh bien, ça découpe tout simplement mon mesh sur les edges. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si je prenais un ciseau et que je coupe hein, selon chacune des edges. Alors, on ne le voit pas a priori. Alors, on ne le voit pas a priori, mais si on regarde de plus près, on va se rendre compte que Blender nous donne des indications. Regardez ici, si je me pointe ici tout doucement, vous voyez la géométrie qui est transmise, ça, c'est au fond, c'est mon cube, hein, la géométrie qui est transmise ici avant le split edge,
C'est une géométrie à 8 vertices, 12 edges et 6 faces. Retenez 8 vertices pour l'instant. 8 vertices, hein, vous les avez là, ils sont en bleu. Voilà, vous les avez tout autour. Hein. 1, 4, d'accord. Maintenant, si je me mets après, qu'est-ce qui se passe? J'ai 24 vertices. C'est-à-dire que chacune des faces, c'est décollé, d'accord? Et donc, si je décolle toutes les faces, eh bien, j'obtiens 4 faces, 4 vertices par face. Et donc, il suffit de calculer 4 fois 6, 24, puisqu'il y a 6 faces. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que entre le mèche avant et le mèche après, il s'est passé quelque chose. On a séparé. Alors, évidemment, on ne le voit pas sur la figure. Alors, vous allez me dire comment on peut le voir. Eh bien, c'est là où on va faire intervenir un champ de vecteurs qui est le champ des normales. Alors pour ça, on va utiliser deux nodes. Le premier node qui est très intéressant, qui est le node de géométrie, qui est cette position. Cette position, en gros, hein, bon, bah, si on l'active, il déplace. Bon, là, parce que je suis en mode edit, hein, je déplace par rapport, puisque c'est un modifieur. Mais en gros, je déplace ici mon objet, je déplace tous ces points, l'ensemble de ces points sur l'axe des X. On peut voir d'ailleurs qu'ici, hein, comme je modifie sur l'axe des X, vous voyez que c'est cette partie-là qui bouge. Hein, c'est les abscisses des points, de tous les points qui bougent. Bon. Non, moi ce que je veux, c'est une séparation, séparer les faces pour que je vois un petit peu ce qui se passe. C'est là que je vais faire intervenir le champ de vecteur, Shift A, qui est dans pardon, input, voilà, il est dans input normal. Alors, normal, c'est tout simplement le champ de tous les vecteurs qui sont normaux, enfin, qui sont sur la normale des surfaces. D'accord? Chaque surface a sa normale. Alors, quand euh, je, je vais connecter ça au déplacement, regardez ce que ça fait. Évidemment, ça éclate chacune des positions. Alors, si je regarde les faces, dans les faces, j'ai justement les normales aux faces. Alors comment je peux reconnaître ça? Je vais me mettre ici en mode edit et vous allez comprendre. Voilà, en mode edit, le fantôme qu'il y a au milieu, c'est mes faces. D'accord? J'essaie de grandir un peu pour que vous voyez un peu mieux. Et ici, devant, vous avez les faces qui se sont décalées. De quelle amplitude? Eh bien, si par exemple je prends la face, la première face, la face 0, elle s'est décalée en 0, 0, 1. D'accord? Donc la phase 0 s'est décalée en 0, 0, 1. Si je prends, je veux vous montrer une autre face, et je vais vous montrer ce vecteur-là. Si je prends ce vecteur-là, qui est le décalage de la face qui correspond à ce numéro-là, d'accord? Bien théoriquement, il doit avoir une ordonnée égale à 1, une abscisse égale à 0 et une cote égale à 0. Alors je vais chercher une ordonnée égale à 1, voilà, le voilà, et abscisse 0 et ordonnée 0. Donc la face numéro 5, ici, je vais le mettre en mode face. Vous allez voir que c'est effectivement la face numéro 5, si on s'approche un peu, on voit bien que c'est la face numéro 5 qui a été déplacée de l'amplitude de ce vecteur-là. D'accord? Voilà. Eh bien, je peux utiliser, je vais y arriver, voilà, je fais le ménage un peu, quand même, voilà. Maintenant que j'ai vu chaque vecteur à déplacer, je peux modifier ça en utilisant un vecteur mat que je peux mettre ici. Alors ce vecteur mat suivant, je vais faire une multiplication, ce sera plus simple. Si je trouve la multiplication s'écrit petit, j'ai du mal à voir sur mon écran. Multiplication, il est où? Multiply, voilà.
Ouais, si je multiplie par 0, évidemment, le vecteur étant multiplié par 0, je ne change pas la position. Par contre, si je fais point 3, vous voyez que j'ai transformé mon déplacement selon les normales de l'amplitude 0,3. Voilà. Donc, euh, là, maintenant, on va observer, je vous ai expliqué le phénomène, maintenant on va observer ce groupe de nodes. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe de nodes? Eh bien, tout simplement ici. Ici, c'est mon cube. En gros, c'est la géométrie de mon cube. Ma géométrie de mon cube est transformée ici. Elle est augmentée, si j'ose dire. Elle est éclatée. Mais elle reste un tout hein, de 24 vertices, 24 edges et 6 faces. Alors qu'ici, j'avais 8 vertices, 12 faces, c'est-à-dire que les faces ont été éclatées. Cette nouvelle géométrie est transmise à cette position qui, lui, se dit, moi, il faut, pour le passer à l'affichage, parce qu'en gros ça c'est l'affichage, pour passer à l'affichage, il faut que je calcule. Je calcule les nouvelles positions. Or, est-ce que j'ai quelque chose qui est branché? Si la réponse est où? Et non, comme là par exemple, hein, j'ai retiré la connexion. Si la réponse est non, bah, je ne fais rien. Par contre, si quelque chose est branché sur offset, eh bien, je vais réagir. Je vais aller chercher ce dont le branchement, ce à quoi le branchement fait appel. Il fait appel à quoi? Eh bien, il fait appel à ce qu'on appelle un champ. Le champ de tous les vecteurs normaux, enfin, je ne sais plus comment on dit, hein, normaux, à la surface de l'objet qui est proposé ici. Donc, ça, c'est un champ de vecteurs qui est envoyé à offset et à partir duquel cette position réagit pour afficher chacun des éléments en fonction de ce champ de vitesse. Vous voyez que c'est pas la même chose que lorsque je prends ça et que je déplace une face. C'est pas la même. Là, je déplace tout, je veux dire une coordonnée. Là, je déplace tout. Là, je prends mon, mon champ et je dis, tu m'appliques tous les vecteurs à cette, cette, cette transformation. D'accord? Voilà la différence. Hein. Ça, c'est un. Alors, vous pouvez reconnaître les champs de vecteurs à ces petits tirets pointillés. Vous voyez qu'ici, c'est des traits verts, c'est la transmission de valeurs. D'accord? Et puis ici, vous avez des pointillés. Ici. Alors, si on grossit un petit peu, on s'aperçoit que ici, il y a des boutons d'entrée et de sortie qui sont en vert et rond pour la géométrie, pour les choses comme ça. Il y a des boutons, on verra tout à l'heure, hein, des boutons comme ça, des boutons gris hein, de sélection. Et puis il y a des boutons bleus de sélection. Vous remarquez que ces boutons bleus, si je déconnecte, ils ont un petit point à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils peuvent recevoir des champs ou éventuellement des valeurs. Alors on va faire un exemple. Par exemple ici, on pourrait brancher un champ aussi, mais bon, ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'on peut essayer, c'est de brancher une valeur. Par exemple, je crois que c'est input, value, non, c'est pas ça. Bon, je vais chercher value. Ah, value, je veux prendre une valeur, off, là, d'accord? Et puis, je vais la brancher là. Alors, vous voyez que ici, bon, c'est à 0, mais si je change, ça change simultanément les trois. Donc, je peux très bien, dans un petit icône comme ça, un petit connecteur ici, à partir du moment où il a un point, c'est un petit losange, et il a un point, il est bleu et il y a un point au milieu, soit connecter un champ, ici comme ici, hein, si je retire ici, vous voyez, vous avez un champ possible, donc je peux mettre un champ ou une valeur. Hein, c'est des choses différentes. Champ, ici, c'est tout, en gros, un paquet d'informations qui est envoyé à, sous forme de vecteur, un paquet d'informations de vecteur qui est envoyé à, ici, à cette position. D'accord? Donc il faudra bien faire la différence dans la suite. Hein. C'est un petit peu délicat, mais vous allez voir que c'est parfois efficace. Alors évidemment, on peut jouer, hein, on peut connecter, on peut faire des bâtiments comme ça. Évidemment, si on fait ça, ça se croit à l'intérieur. Enfin, on fait ce que l'on veut. Hein.
D'accord? Voilà. Alors, une petite remarque quand même pour parler de ce fameux champ de vecteurs dont je vous ai déjà donné les éléments, mais peut-être c'est intéressant de voir qu'on peut le visualiser, ce champ de vecteurs. Alors pour ça, il faut aller déjà dans les overlays. Et dans les overlays, vous vous souvenez que j'avais un truc indice qui marquait les numéros en bleu, et ben il y a beaucoup mieux, mais je n'avais pas vu. Il y a tout simplement, alors en mode objet, vous mettez en mode objet, et vous voyez que vous avez Show Mesh Indice. Et si vous cliquez sur Vertice, les vertices apparaissent, sur Edge, les edges apparaissent, et sur Polygon, c'est-à-dire sur les faces, en gros, eh bien vous avez les numéros des faces. Hein. D'accord? Alors, bon, ça peut être un peu intéressant d'avoir ces numéros. Maintenant, si je reviens là et que je veux rien avoir, je touche à rien. Mais où ça devient aussi intéressant dans les overlays, c'est que si je me mets en mode Edit, je vais pouvoir vous montrer, alors où sont les overlays? Voilà, les overlays sont là. Et je peux aller en bas, tout en bas, et vous allez voir que on peut afficher les normales, c'est-à-dire la suite ici que vous avez. Il faut jongler un peu avec les apparences. Hein. Vous avez ici les faces et vous avez les vecteurs. Voilà, vous avez les vecteurs de la normale. Donc, si j'arrive à faire les deux, je vais passer ici, je vais chercher les overlays et je vais essayer de voir en allant tout en bas. Voilà. Je vais afficher avec une size de 1, il faut bien préciser size, une taille de 1, les normales aux faces. Je clique ici et je regarde ce que ça donne. Alors vous voyez, vous avez votre fameux champ de vecteurs qui est là. Les voilà vos vecteurs, ou ceux qui sont là, c'est comme vous voulez. Vous voyez, c'est ces vecteurs-là. Et donc, si maintenant je branche, pardon, si je branche à 1, vous voyez que je vais afficher tout simplement mes faces qui ont été splittées, qui ont été découpées euh, par, euh, par ce node-là, je vais les afficher à la pointe des vecteurs bleus, c'est-à-dire des vecteurs du champ de normal du cube. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en complément de ce que je vous avais dit précédemment. Alors, quand on a vérifié un petit peu comment ça fonctionnait en mode object, cette histoire, hein, là j'ai remis à 0 pour que bon, le cube soit de nouveau entier. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur une figure un petit peu plus compliquée. Alors, je vais pousser un peu mon cube par là, voilà. Je vais faire Shift A, je vais prendre une icosphère. Bon, je vais pas prendre trop de faces parce que sinon ma machine risque de planter, comme ça demande beaucoup de calculs, donc je fais une subdivision à 1. D'accord? Voilà. Alors, si j'essaye de faire une petite prévision de ce qui devrait se passer si j'applique l'arborescence de nodes du cube ici à cette technique-là. C'est-à-dire que si je sépare toutes les petites faces et puis que je les déplace selon les normales, théoriquement, tous les petits triangles équilatéraux là, devraient se déplacer selon les normales à ces faces. Alors, comment je vais faire ça? Bon, je vais un peu truander. Hein. Je vais créer ici un nouveau groupe input, groupe output, hein, c'est-à-dire une arborescence de géométrie de node. Je vais l'appeler pour plus la confondre, hein, puisque j'en ai deux icosphères. Et je vais aller sur mon cube, et je vais appeler celle-là cube, celle-ci sera propre. Et puis je vais symboliquement décrocher, mais pour vous montrer que en réalité ce que je fais, bon, c'est une question de flemme, c'est je fais une copie
brut des nodes centraux, hein, c'est-à-dire des nodes actifs pour moi. Contrôle copie. Les autres étant les nodes propres à l'objet, d'accord, que je raccroche ici. D'accord, je vais donc ici, je déplace ici, pardon, hop, je déplace un peu ici, je déplace là, je fais CTRL V, et là je récupère ce que je veux, c'est-à-dire le groupe de nodes qui m'intéresse. Donc je vais connecter Mesh, ici géométrie, et de l'autre côté, ici. Voilà, d'accord? Voilà ce que j'ai. Alors, surprise, comme je suis à 0, rien ne s'est passé, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe si je bouge ici? C'est-à-dire, bon, allez, on va faire les choses proprement, je vais mettre une value, hein, search value, là, je vais la mettre là, et je vais la mettre là, et je vais bouger la value. Voilà, ah, ouais, ça marche. Ça marche. Si je mets un 1, par exemple, pour voir ce que ça donne exactement, vous voyez, j'ai éclaté mon icosphère en toutes ses faces, et si je passe en mode Edit, eh bien, vous voyez, bah, le fantôme ici de la position initiale, mes vecteurs normaux, et hop, au bout, la petite face qui s'est affichée. Donc ça marche très bien. Je suis assez content. Alors, voilà ce que ça donne donc pour l'icosphère, mais j'ai un beau champ de vecteurs là. Un beau champ de vecteurs des normales de l'icosphère, et j'ai une idée qui me vient comme ça. J'aimerais bien voir si je pouvais l'appliquer, par exemple, à, à mon cube, pour voir ce que ça donne comme ça. Hein, c'est-à-dire, j'appliquerai un autre champ à la place de ce champ de normal, hein, parce que là, ici, j'ai sélectionné le cube, hein, vous voyez, donc je suis dans ce champ de normal, j'appliquerai le champ des l'icosphère. Alors, je vais regarder si c'est possible déjà, et je vais me mettre en place pour ça. Alors, d'abord, je vais déplacer un peu mon icosphère par là, je vais ramener mon cube au centre de mes préoccupations, là, voilà. Et puis, je vais me poser la question de voir comment je peux faire pour ramener bah, la géométrie de l'icosphère sur le champ des vecteurs normaux qui va être à l'origine de la déformation de ça, c'est-à-dire là, hein, ce champ. Et bien pour ça, il y a un moyen. Alors d'abord, il faut que j'aille chercher les informations de l'icosphère, donc je vais faire input, object info, et je vais aller chercher ici dans object info, icosphère. Bon. Maintenant, il faut que je transfère mon champ de normal, ici, mon champ de normal, il faut que ça devienne le champ de normal de mon object info. Et bien pour ça, il y a un node qui s'appelle Shift A Attribute, transfert attribute. Alors qu'est-ce qui fait le transfert attribute? Ben, il transfère des éléments de la target, alors différents types. Moi, je vais prendre des vecteurs. Je vais transférer les vecteurs de, enfin, les données vectorielles de mon object info, c'est mon transfert, et je vais en particulier m'intéresser au champ des normales. Et ce que je vais récupérer ici, ça va être le champ des normales, d'accord, que je vais affecter à ma multiplication. Alors vous voyez que ça a des formes un peu bizarrement. C'est un petit peu, si j'ose dire encore une fois, normal, parce que si je joue un peu, vous voyez, ça donne des choses un peu bizarres. Je vais même mettre, attendez, je vais faire Shift A Input ici, Value pour jouer sur tout le monde en même temps. Comme ça sera mieux. Je préfère. Voilà. Je vais jouer ici. Vous voyez, ça déforme, mais ça déforme bizarrement. Pourquoi? Tout simplement, c'est que si je passe en mode Edit, vous voyez que j'ai très peu de géométrie, alors que l'icosphère en a beaucoup. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à passer un peu plus de géométrie sur mon cube. Comment faire? C'est assez simple. On va se mettre en mode objet,
sélectionne le cube, et on va ajouter un modifier qui s'appelle subdivision de surface, qui lui a pour objet de faire des subdivisions. Alors on va le placer avant, parce que sinon, évidemment, les géométries nodes agissent. Et c'est sur cet objet que je vais travailler un petit peu l'augmentation de sa géométrie. Vous voyez, si j'augmente sa géométrie, automatiquement les déformations de mon géométrique node, c'est-à-dire de mon arborescence, se font sentir d'une manière plus élégante, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire que bon, bah, on voit toutes les petites facettes qui se font. Alors je vais l'appliquer, voilà, et je vais regarder en mode edit ce qui se passe. Donc vous voyez chacune des petites faces ici de mon cube est déplacée selon le champ de vecteur qui est là. Et donc si j'augmente, vous voyez que apparaît un petit peu, si j'ose dire, la forme de mon icosphère qui transparaît, si j'ose dire, au travers pardon, j'ai pas sélectionné, oui, on voit pas bien, il n'y a pas de vision, mais on voit mon icosphère si j'ose dire, se propager au travers des faces de mon cube. Donc voilà le champ, comment il agit. Vous voyez, il agit selon ces petites facettes-là. D'accord? Donc si j'augmente 5, hein, ainsi de suite. Voilà. Alors, je peux faire mieux. Hein, on va faire un petit peu petit additif. Shift A. Ici, je vais chercher dans géométrie quelque chose qui est non, pardon, c'est pas dans géométrie, c'est dans Mesh, qui est subdivision de surface. Ici, j'espère que je ne vais pas planter mon ordinateur. Je vais augmenter les subdivisions de mon cube dès le début pour que vous voyez un petit peu mieux, voyez, ce qui se passe. Donc là, si j'augmente, voyez, j'augmente un petit peu, eh bien, je vois beaucoup mieux la forme de mon icosphère qui s'imprime dans les faces au travers de tout ce chaînage-là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on regarde, si on oublie la comédie de l'expérience, si j'ose dire, et qu'on regarde un peu dans les notes? Eh bien, ici, a priori, vous avez la géométrie de votre, vous voyez, ici, vous avez votre cube, hein, 98 faces, hein, puisqu'il a été subdivisé avant. Et là, ça augmente encore, hein, voilà, 24 578 faces. Ça, c'est transmis à split, c'est-à-dire chacune des petites faces est découpée, est indépendante des autres, et c'est transmis à la géométrie du set position, qui lui se dit, attends, moi, pour afficher tout le monde, il faut que je sache ce qui me... Or, j'ai quelque chose qui est branché sur le set. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je remonte au début. Ah, bah oui, alors, c'est une combinaison, alors j'arrive là, hein, parce que ça, c'est le champ c'est une combinaison qui transfère l'attribut de l'objet icône sur les normales, qui me réinjecte le champ des normales, donc de l'icône, de l'icosphère, et qui bon, est multiplié par une certaine valeur, et qui est mis dans l'offset. Donc je vais afficher, selon les normales, la répartition de toutes les normales de l'icosphère, sur les normales du cube, je vais afficher les petites sphères, les petites facettes, et j'obtiens ceci. Voilà. Donc vous voyez, il y a un feedback ici, à un moment, pour savoir comment j'affiche. Voilà. Alors, à titre d'application dans ce que nous avons vu sur les geometric nodes et les champs de vecteurs, je vous propose une petite application qui permettra éventuellement de voir aussi une structure de programmation très connue qu'on appelle les conditionnels, et qui va nous permettre, comme ça, oh, ça va être un petit peu marrant, de faire par exemple, vous voyez, ceci, c'est-à-dire en réalité des lettres,
Là, bon, c'est le prénom, hein, c'est le prénom de ma femme, et de transformer ça, vous voyez, comme si, si ça avait gelé, quoi. Vous voyez, avec des glaçons. Voilà, on va essayer de faire ça. Alors, pour ça, donc on se met en 3 bêta, hein, parce que là, on va avoir besoin de pas mal de choses. Alors, première chose, on va prendre une lettre, hein, pour illustrer le travail. On va peut-être pas prendre le prénom en entier. Donc, on va prendre, par exemple, on va faire disparaître notre cube. Hein, voilà. On va faire Shift S, curseur to Word Origin. Shift A, on va mettre un texte. Alors, on va faire une rotation X de 90 degrés. Voilà. On va se mettre, voilà, en vue. Non, pardon, face, voilà. Texte, ah bah tiens, il a l'envers. Voilà. Voilà. Alors, ce texte, bon, on va pas le laisser comme ça, bien sûr. On va aller en mode edit. On va faire une lettre, hein, simplement, parce que sinon, il faut déjà bien comprendre ce qui se passe. Hein. Et en plus, je vais choisir une lettre un petit peu spéciale. Après, éventuellement, bah, vous essaierez sur plusieurs lettres. Alors, je vais me mettre en mode edit et je vais faire U. Voilà. Et puis bon, il est un peu petit mon texte, donc je reviens en object mode. Je vais passer dans le panneau des properties. Je vais aller ici sur les propriétés du texte. Alors là, des fois, j'ai un peu de mal à trouver la size. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui se rebelle contre moi et je ne trouve pas beaucoup la size. Alors, bon, déjà, je vais mettre ici en centré et ici aussi en centré. Voilà, les deux centrés comme ça. J'aurai. Alors, la size, je la trouve rarement. Ah voilà, elle est là. Et je vais augmenter, donc c'est dans font, hein, et je vais augmenter la size un peu. Voilà, à peu près. Je vais mettre 3. Voilà. Et puis, je vais aller dans géométrie. Je vais faire, alors, l'offset, c'est un peu, comment on pourrait dire, un peu la graisse du caractère, comme ça. Et puis, on va se mettre de profil pour que vous voyez ce que c'est que l'extrude. Hein. L'extrude, c'est tout simplement faire un relief. Bon, alors on va prendre des valeurs entières, j'aime bien les choses propres. Par exemple 0,3. Et puis ici, je vais faire 0,15. Voilà, que ce soit un peu propre. Voilà. Alors, évidemment, on ne va pas laisser ça en mode texte. On va transformer ça en mèche. Donc, première étape, elle est ici en mode objet, object, convert et convert to mesh. Boom. Donc là, on a un mesh. Mais seulement si on regarde en mode edit, il est assez moche au niveau du maillage. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire bien faire, hein, je vous rappelle notre objectif, hein, c'est ça, il faut un maillage qui soit le plus propre possible. Alors pour ça, on va aller ici dans les modifieurs, on va se mettre en mode objet, je préfère. On va faire d'abord bien l'appliquer, hein, parce que ça pose parfois des problèmes. La rotation surtout, et Shift. Le reste, je crois que ça n'a pas d'importance. On verra, mais il m'est arrivé quelques petits ennuis avec ça. Hein, c'est surtout appliquer la rotation. Ensuite, donc additionner un machin, et on va faire remesh. Alors remesh, ça va permettre bloc off, non, smooth, oui, je vais mettre en smooth. Hein. Et je vais remesher un peu, voilà, pour que ce soit propre, hein, le plus propre possible. Ça n'a pas l'air mal, ça va un petit peu. Voilà, là, ça me convient. Et donc, je fais l'appliquer, apply. Et on va voir ce que ça donne en mode edit. Si vous regardez, vous avez un maillage qui est, cette fois, très propre. D'accord? Voilà. Donc, je repasse en mode on va construire
nouvelle arborescence de Geometric Nodes. Hein, je vais grossir un petit peu là, voilà. New. Alors, l'idée, c'est la suivante. En gros, on voudrait faire donc les glaçons que je vous ai montré préalable sur la partie basse, mais par contre, on voudrait que la partie haute demeure intacte. D'accord? Voilà. Donc pour ça, on va utiliser d'une part une texture pour déformer la partie basse, et d'autre part, on va utiliser les champs de position des points de ce mesh-là, hein, de ce mesh qui est en réalité un texte transformé. Hein, n'oubliez pas que j'ai appliqué tous les modifieurs et ainsi de suite, que j'ai fait ainsi de suite proprement, et surtout bien appliquer les scales et les changements de rotation et ainsi de suite. Hein. Sinon, on va avoir des ennuis. Hein, donc des contrôleurs partout. Une fois qu'on a fait ça, donc, eh bien, on va essayer de changer la position donc, des points de la partie basse. Donc pour ça, comme on change les points de la position du mesh, on va utiliser le... Alors attendez, je ne me souviens jamais où il est, géométrie. Voilà, cette position, voilà, le voilà. Et on va, c'est là, dans le dans l'offset hein, de cette position, qu'on va modifier selon selon la valeur de x, de y et de z, le mesh en question. Alors, c'est une alternative. C'est une alternative que l'on va faire. Il faut donc avoir ce qu'on appelle un conditionnel. Alors, un conditionnel, c'est déjà, on va comparer, par exemple, ici, ce qui va nous intéresser, c'est la cote Z. Hein. Suivant que Z va être, on va mettre positif ou négatif, on va faire des choses différentes. Donc pour ça, déjà, il nous faut les positions. Alors je vous rappelle, Shift A, on va chercher le champ de vecteur des positions, qui est input position. Voilà, ça c'est le champ de vecteur des positions. D'accord? Et on va prendre ces positions et on va regarder les coordonnées séparément. Alors Shift A, pour ça, on a un vecteur qui est vecteur separate x, y, z. Là, pouf, quand je mets position ici, pour chacun, bien sûr, des points hein, du champ, je récupère des vecteurs du champ, je récupère x, y et z. Et nous, où on va tester pour appliquer notre déformation, alors la déformation, je vais aller la chercher tout de suite pour que vous la voyez, la source, c'est une texture qu'on trouve dans texture et qui s'appelle noise texture. La voilà. Voilà, on la met là, elle nous servira à déformer hein, la partie basse ici. Alors maintenant, il faut comparer ce Z ici qu'on a là, avec 0. Et selon qu'il est supérieur ou inférieur, sortir un booléen, quelque chose qui dit vrai ou faux, et en fonction de la valeur de ce booléen, faire des choses différentes, c'est-à-dire obtenir une structure de conditionnel. Donc, Shift A, on va essayer de chercher un node qui s'appelle compare. Je n'arrive pas à le retrouver dans le compare float, bien sûr. Il est sous ma souris, voilà. Et vous voyez, il est sur less than, c'est-à-dire moins que. On peut être more than hein, ou greater than, mais less than, c'est plus petit que, hein, en gros. A est plus petit que B. Est-ce que A est plus petit que B? Si la réponse est oui, eh ben, on va sortir un résultat oui, et si la réponse est non, on va sortir un résultat non. Enfin, plus exactement, on va sortir un résultat 1 si c'est oui, et 0 si c'est non. Bon, alors, donc il nous faut Z ici, et comparer avec 0. Alors, Z est-il plus petit que 0? Si la réponse est oui, je vais faire quelque chose. Si la réponse est non, eh ben, je vais faire autre chose. Pour ça, il nous faut un bifurcateur entre deux options. Alors, ça existe, ça s'appelle un switch. Un switch, ça veut dire basculeur, hein, on peut dire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Où est-ce qu'il est dans Utilities, je crois? Switch, voilà, le voilà. Ouf. Alors, le switch, il reçoit un booléen, ici, hein,
si vous regardez bien, le switch ici, il reçoit le booléen, d'accord? Mais là, il est en rouge, pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est sortir des vecteurs, d'accord? Donc, je vais cliquer sur vecteur. Donc, je remets, hein, voilà. Donc, si z est plus petit que 0, si c'est vrai, hein, donc je vais aller ici, d'accord? Donc, je vais faire quelque chose avec ce true ici. Et si c'est faux, je vais faire quelque chose avec ce false ici. Alors, je vais faire quoi? Eh bien, si c'est vrai, il va falloir que j'utilise ce noise machin pour déformer. Si c'est faux, je vais rien faire. Donc, ce que je vais faire, je vais recombiner mon vecteur proprement, c'est-à-dire sans défaut. Donc, je vais prendre ici, bon, ouais, je vais reprendre, je vais le refaire proprement. Hein. Je vais faire, bon, je pourrais aller plus vite, mais je vais vous faire comme ça, peut-être que ça aidera. Non, c'était pas ça du tout que je voulais faire. Shift A, vector, combine. Je vais recombiner mes éléments, X, Y, Z, là, et je les envoie. Alors, si Z est plus petit que 0 et faux, je vais envoyer ici. C'est-à-dire, en gros, je ne ferai rien. Hein, c'est comme si j'avais rien fait. D'accord? Par contre, si c'est vrai, eh bien là, il faut que je fasse intervenir le facteur qui est là pour modifier Z et recombiner mes vecteurs. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais refaire un combine. Shift D. Voilà. Je vais prendre X, Y qui ne bouge pas. X, Y ne doivent pas bouger. Mais par contre, Z, lui, va venir de fac. C'est-à-dire, alors je vais y mettre un multiplicateur vectoriel, un multiplicateur pour pouvoir régler l'intensité de la force de la déformation. Donc je vais appeler ça, je ne sais plus, c'est mat value, je crois, mat float, voilà, mat, voilà. Prends une valeur et multiplie. Alors multiplie, il est là, voilà. Je vais prendre le fac, hein, c'est-à-dire le facteur de déformation de la noise, du bruit, quoi, si j'ose dire, la déformation, et je vais l'injecter dans Z. Alors théoriquement, vous voyez, ça va être dans le cas où ça va être vrai, c'est-à-dire où Z est plus petit que 0. D'accord? Et ça, le résultat qui est ici, selon les cas, ça va être ce vecteur-là, ou selon les cas, ça va être celui-là. C'est-à-dire, il est recomposé, le Z, attendez, je ne l'ai pas branché là. Voilà, ça va mieux en le branchant. Vous voyez, il y en a un où je réinjecte quasiment le même vecteur, x, y, z, puisque je ne change rien, et l'autre, je fais x, y bouge pas, mais z est déformé. Alors on va voir ce que ça donne si j'injecte là-dedans. Alors vous voyez que ici, je déforme. Bon, je vais augmenter peut-être un petit peu. Vous voyez que selon que je déforme plus ou moins, j'obtiens la déformation de ma lettre suivant la partie basse seulement. Alors évidemment, je peux régler jusqu'où ça agit. Vous voyez, je peux, je peux jouer la partie qui agit, je peux faire un U avec des déformations simplement en bas, déjà, premier réglage. Alors après, bon, ça je vous laisserai un peu régler ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un U un peu comme ça, puis je vais faire un scale aussi, peut-être un peu diminuer ou augmenter les tâches. Ça, c'est à vous d'essayer. Les détails aussi, augmenter plus ou moins les détails. Moi, je les diminue parce que je veux, vous voyez un peu cette forme-là de glace qui tombe. Voilà. En gros, bon, après, tout ça, c'est une question de réglage. À vous de voir ce qu'il y a à faire. Mais je vous ai expliqué le principe essentiel. Le principe essentiel, c'est d'une part cette structure
qui consiste à dire tout ce qui est en dessous de Z égale 0 est déformé, et tout ce qui est au-dessus n'est pas déformé. Et ça correspond à cette structure de conditionnel. Alors la structure de conditionnel, elle est exactement ici. Hein. Vous avez le test qui est là, et vous avez, si le test est vrai, eh bien, on arrive ici, hein, sur le switch, et ici, for false. D'accord? Donc vous avez votre conditionnel qui est exactement ici. Et ça, c'est les deux arrivées qui vont produire les actions différentes si le test est vrai ou si le test est faux. Voilà. Alors, on peut lui rajouter à cet ensemble un matériau. Alors par contre, il y a plusieurs moyens, mais un moyen qui est intéressant, c'est essayer de voir comment on peut passer par les geometric nodes. Donc, je vais remettre en geometric nodes, hein, le voilà. Eh bien, il suffit juste ici à la sortie d'injecter Shift A un node qui s'appelle Material Set Material. Voilà. Vous le mettez ici, hein, il se connecte sur géométrie, et là, il faut aller chercher un matériel. Mais comme on n'en a pas rentré au préalable, et là, bon, il faut avoir prévu un peu les choses, il faut ici, en ayant sélectionné l'objet bien sûr, aller sur Material et créer un nouveau matériel. Voilà, par exemple avec le principal BLZF ou avec, par exemple, le diffuse, hein, ou autre chose. Mais on peut mettre par exemple du glace ici, vous voyez. Et le glace, on va voir tout à l'heure comment ça marche. Et prenons ce matériel, alors en général, ce qu'on fait proprement les choses, on lui donne un nom, on va l'appeler glace, mais glace en français, voilà. Voilà, et on va l'arranger après ici ou avec le shader editor. Mais on peut déjà le placer, voyez. Alors, comme on a un fond un peu bizarre, c'est l'univers de Blender, on voit pas grand chose, alors on va faire un fond assez rapidement, on va cacher un peu notre texte pour l'instant, on va faire Shift A, on va ajouter un plane, voilà, on va se mettre en mode table, on va faire un scale un peu grand comme ça, on va le descendre un peu vers le bas, et puis on va l'avancer un peu, ici on va se mettre en mode Edit, voilà, Edit Mode, voilà. Je voudrais voir mon Edit Mode, s'il vous plaît, merci. Edit Mode, voilà, pour vous montrer. Je suis bien en Edge. Ici, je prends l'Edge, je fais Extrude. Hein, je fais une scène, quoi, un petit peu. Un moyen, bon, on arrondit un petit peu pour que ça soit joli. On fait un CTRL B avec un bevel, voilà, un petit peu. Puis avec la roulette, on augmente. Bon, on a à peu près notre scène. Si on repasse, vous voyez, bon, ça fait un bel arrondi. Si je fais réapparaître mon texte, bah, c'est pas trop mal, sauf qu'il est, bon, mon plan est un peu haut, donc je vais le descendre un peu, voilà, et vous voyez mon verre, hein, bon, voilà, là, j'ai mon verre ici, et je peux le travailler, alors je peux le travailler bien sûr ici, mais vous avez aussi la possibilité ici de passer en shader editor, de récupérer ici donc le node, mais cette fois en shading, qui vous mettez un petit peu de bleu, pas trop, juste ce qu'il faut pour faire un petit peu de la glace. Voilà, d'accord. Donc vous voyez que en étant Geometric Node, on peut utiliser, bien sûr, hein, je reviens au Geometric Node, pardon, je n'ai pas sélectionné le bon, voilà, ici vous pouvez sélectionner et modifier votre couleur comme vous voulez, hein. Il y a même différents moyens d'y mettre différentes couleurs sur un même mesh. Voilà, donc ça c'est un petit peu un tour d'horizon pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire avec ces nouveaux géométriques nodes. Donc ce qui est surtout intéressant donc pour vous, c'est la structure de conditionnel qui est ici, hein, rappelez-vous bien comment ça marche, et puis l'utilisation du champ de vecteur de position
en modifiant une partie à partir d'un certain niveau. Alors, afin de mieux comprendre le principe du conditionnel, j'ai fait une petite animation. En gros, un programme, c'est une suite d'instructions, et ici, on va les simuler, si vous voulez, par cette flèche verte qui descend du haut en bas. Voilà. Il se passe, à un moment donné, théoriquement, si tout se passait bien, la flèche irait directement vers le bas et continuerait d'une manière linéaire. Là, dans le cas d'un conditionnel, il se passe le phénomène suivant. Le programme est porteur d'un certain nombre de variables et de constantes, et au fur et à mesure qu'il s'exécute, donc que la flèche verte va descendre, il va y avoir ce qu'on appelle un contexte, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les valeurs, de toutes les variables, et ainsi de suite, change, et à chaque fois est réévalué par la suite d'actions qui sont contenues dans ce programme. Lorsque je vais arriver à l'évaluation d'un test. Qu'est-ce que c'est un test? La plupart du temps, c'est la comparaison de l'état d'une variable avec une constante qu'on a choisie ou avec une autre variable. Donc, on compare deux objets et le contenu d'une variable et un autre contenu, et cette évaluation est calculée sous la forme d'un résultat qui donne ce qu'on appelle un booléen, c'est-à-dire quelque chose qui est vrai ou faux. Hein. En informatique, c'est vrai, c'est 1, et faux, c'est 0. Donc, quand le programme va arriver ici, il va passer cette instruction, on peut appeler ça comme ça, qui est l'évaluation d'un certain texte qui compte des choses qui sont contenues dans ce programme. Deux cas vont se produire, et c'est là que ça change la direction du programme. Au lieu de continuer d'une manière linéaire, eh bien, il y en a, selon la valeur du test, selon qu'il est vrai ou pas, eh bien, on va partir dans une direction ou dans une autre. C'est-à-dire, on va suivre un chemin d'action, un autre chemin d'action, selon chaque cas. D'accord? Alors, pour simuler un petit peu ça, je vais vous montrer ce qui se passe si j'active. Vous voyez, le programme s'exécute, voilà. J'arrive à l'évaluation. Alors, l'évaluation calcule la comparaison entre deux objets et va produire un résultat. Alors, premier résultat ici, c'est vrai. Alors, supposons que ce soit vrai. Qu'est-ce qui se passe? Le vrai est transmis au bifurcateur, si j'ose dire, et le bifurcateur va traiter cet événement et va renvoyer la suite d'actions qui doit être continuée dans ce cas-là. Et là, vous voyez qu'il y a une action qui s'en va par là, qui est l'action 1. Bon, ça c'est le premier cas d'une évaluation dans le cas où le test est vrai. Donc le programme fait ce chemin-là, si j'ose dire, et il continue par là. Maintenant, que se passe-t-il si lors d'une autre exécution, c'est-à-dire on reprend le programme mais dans un contexte différent, on lance cette exécution et on va voir que ici, alors je sais pas, ça a été un petit peu vite, je vais revenir un peu en arrière, lors de l'évaluation du test, voyez, on a évalué le test et le résultat a été faux. Alors, c'est parti dans le bifurcateur, mais le bifurcateur réagit et lui, il envoie une action de type 2. Voyez, il envoie cette action-là. Donc, dans le cas où le test est vrai, on envoie une action 1. Dans le cas où le test est faux, on envoie une action 2. C'est ce qu'on appelle un conditionnel. Alors, en général, dans les nodes, c'est pour ça que j'ai séparé ici l'évaluation du test et le bifurcateur, l'aiguilleur, si vous voulez, qui reçoit la valeur. Eh bien, dans les nodes, vous avez ici, ça s'appelle le node de comparaison, le node compare que vous avez vu dans la présentation. Et le résultat de compare, est vrai ou faux, 0 ou 1, est envoyé au bifurcateur qui, lui, va renvoyer l'action 1 ou l'action 2, qui est branché à lui, mais selon la valeur du test. Voilà. Et ça, c'est tout simplement le switch
D'accord? Donc le switch, c'est simplement un aiguilleur qui reçoit d'un côté des valeurs et qui dit, bah moi je renvoie ça ou ça selon les cas. Et le comparateur, lui, renvoie tout simplement une valeur de booléen. Vous voyez? C'est assez simple. Donc en conclusion, vous voyez, si je, je relance l'ensemble, évaluation, test vrai, bing, on sort ici, évaluation test faux, boum, on sort là. Donc, vous avez en gros ici une modélisation donc du conditionnel. Et si je fais un parallèle maintenant avec les géométries notes, bah, voilà votre simulation avec les actions qui sortent ici et là, les actions 1 et 2. Eh bien, pour les géométries notes, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la flèche verte, ça va être cette flèche-là, il va arriver quelque chose ici, par exemple, hein, qui va être comparé avec B. Bon, B, on suppose qu'ici qu'il est égal à 0, mais et puis qu'on a pris comme comparaison moins que, hein, un peu comme dans le reste du tuto. Et on va produire un résultat qui est vrai ou faux, qui va venir sur le switch. Donc vous voyez que le switch correspond à cette partie-là. Et ici, false, action 2, true, action 1, c'est-à-dire vrai, action 1, false, action faux, c'est-à-dire c'est les deux sorties latérales ici. Donc vous avez exactement hein, cette structure-là. Alors c'est un peu spécial de la programmation des géométriques notes parce que effectivement la boîte, si j'ose dire, l'évaluation du test se fait un petit peu à part et on la réinjecte dans quelque chose qui est une sorte d'aiguilleur. Voilà.